Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Est-ce que vous vous rappelez cette sentence de Flag, passée désormais à la postérité? Les gens, quand ils touchent le fond, ils remontent. Nous, quand on est au fond, on creuse. Fin de citation. Et c'était exactement ce qu'est en train de faire le régime politico-militaire qui a volé le pouvoir en Algérie, qui l'a volé au peuple, et qui pousse l'audace et l'impudeur jusqu'à lui jurer sur le Coran, sur les Shuhada, qu'il est son plus dévoué serviteur, le digne héritier de la révolution algérienne, celui qui le défend contre l'ennemi intérieur, l'ennemi de l'extérieur, l'ennemi sournois, nous dit-il, tapis au cœur de la nation, etc., 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 etc. Un régime qui ne recule devant rien, mafiocrate, médiocrate, vorace, prédateur, criminel, buté, obstiné, effronté, et qui, lorsqu'il est en fin de ressources, use de la même obstination et du même déni rageur, dans une fuite éperdue en avant. Il a précipité le pays tout entier dans l'abîme de l'incertitude, au fond du trou, et qui, plutôt que de s'amender, plutôt que de répondre positivement aux aspirations des Algériens, de leurs aspirations à la démocratie et à la reconstruction de ce pays dévasté, ravagé de fond en comble, réduit en ruine, ce régime n'a rien trouvé de mieux que de creuser encore plus profond, encore plus grave, encore plus irréversible. Et il n'en finit pas d'aggraver la situation. Et il n'en finit pas de tout faire pour diviser les Algériens, de gouverner par le mensonge, par la subversion, par l'instrumentalisation de la justice, pour faire incarcérer quiconque ose lancer l'alerte, contre quiconque ose parler d'état de droit, de démocratie, contre quiconque ose dire à Tebboune, qui n'a pas été élu par le peuple, mais désigné par la junte, contre quiconque ose appeler les Algériens au sursaut salvateur, avant qu'il ne soit trop tard pour ce qui reste de lueur de liberté, avec une presse totalement muselée, réduite en esclavage. Un régime mafieux, composé de clans et de groupes d'influence qui se disputent des espaces de décision, comme autant de chasses gardées, comme autant de brisées, comme autant de fonds de commerce, qu'ils vampirisent et qu'ils se partagent entre larrons. Un régime qui fait tout pour que ses prédations se passent à huis clos. Un régime qui s'attaque violemment à quiconque ose faire la lumière sur ses crimes et ses violations contre les droits de toute une nation. Un régime qui fait feu de tout bois contre quiconque appelle les institutions mondiales à se pencher sur ce que subit le peuple algérien. Contre quiconque ose appeler les Algériens eux-mêmes à se préparer pour la reprise du Hirak le 22 février prochain. En fait, et pour parler simplement, pour parler clairement, c'est une guerre contre le peuple. C'est une guerre contre son avenir. C'est une guerre contre ses enfants. Le peuple algérien est devenu, tout naturellement, l'ennemi mortel du régime qui l'opprime et compromet son avenir. Un régime acculé de toutes parts, et plus encore par son impéritie, par ses turpitudes, par son incapacité à faire face à ce qu'il a lui-même provoqué de saccage et de ruine. Et c'est bien pour cela, pour empêcher
le peuple de s'unir contre lui que ce même régime fait tout et n'importe quoi pour le diviser, ce peuple, pour semer en ses profondeurs les germes de la haine et de l'affrontement sous toutes ses formes, régionalistes, identitaires, idéologiques, linguistiques, etc. L'économie algérienne a été réduite en cendres. Le taux de chômage est parmi les plus élevés du monde. Le peu qui se produit dans l'agriculture est majoritairement à base d'intrants importés. La pseudo-industrie algérienne est un leurre et il faudrait des décennies de travail et de génie pour la remettre sur les rails de la normalité. Les milieux mafieux qui s'y sucrent, c'est le cas de le dire, en milliards de dollars par an, chacun, sont dans le vampirisme le plus primaire. Le tourisme, le commerce, le tertiaire, l'éducation, la sécurité, la santé, la gestion des villes et tous les autres secteurs vitaux de la société algérienne sont en déshérence lorsqu'ils ne sont pas en faillite. Des millions de gens basculent dans la précarité et la misère. Des régions entières vivent dans des conditions d'un autre âge. Plus de 300 prisonniers politiques croupissent dans les geôles du pouvoir après être passés par une justice mercenaire qui a vendu son honneur et le très peu qui lui restait de crédibilité. Parmi ces prisonniers politiques, un chef de parti politique, des femmes, un avocat, des professeurs d'université, des militants pacifiques qui revendiquaient l'avènement d'un État de droit, juste l'avènement d'un État de droit. Ce ne sont ni des voyous ni des criminels, contrairement à ceux qui les ont mis en prison. Pourtant, malgré cette faillite généralisée, malgré la menace de chaos que fait peser ce régime sur l'avenir même du pays, les tenants du régime, ceux qui s'y expriment publiquement, comme le président Tebboune, puisqu'il faut l'appeler comme ça, le chef d'état-major et autres comiques du genre du ministre du Commerce, n'en finissent plus de nous claironner les exploits en tout genre de l'État algérien. Des exploits qui n'existent que dans l'imagination hallucinée de ces gens qui croient pouvoir changer la citrouille en carrosse princier à coups d'incantations et de coups d'estomac. Un régime qui n'accepte aucune contradiction, aucune contestation de ses délires. Hier, lors des Assises nationales pour la réforme de la santé, comme ils disent, le président Tebboune, puisqu'il faut l'appeler comme ça, a explosé de colère contre le journal Liberté, juste parce que celui-ci avait osé, non pas titrer, mais montrer des images d'étagères vides. Et il n'a pas pu s'empêcher, Monsieur le Président, de se répandre en mensonges, en flatteries de bas étage, sur un secteur totalement naufragé, où les médecins eux-mêmes sont pris en otage, où ils représentent le pourcentage le plus élevé de harraga de tous les secteurs d'activité. Le plus choquant est que malgré la gravité de la situation, ces silences radio dans les cercles censés réagir à ce genre de situation, parlement, presse, partis politiques, universités et autres machins du genre. Chut, bella fumok. Les rares syndicalistes libres qui tentent de briser la chape de plomb et les rares militants politiques aussi le payent très cher, si ce n'est en menace, par la prison, comme c'est le cas de Fethi Gharras, président du MDS, comme cela pourrait être demain le cas de Mohsen Belabbas, secrétaire général du RCD, qui a été placé sous contrôle judiciaire. Et dans tous les cas, c'est, pardonnez-moi mes chers amis, c'est Dabbar Rasek City
chacun pour soi. Et au mieux, dans le meilleur des cas, tout le monde se contente de ces formules désormais à la mode. Hasbi Allah ni'mal wakil. Nwakkilu alayhi ma Rabbi. C'est tout. 60 شريط دار فيها جنان بلا الاسوار نسقي بدم الاحرار دار داري من الفرحه نسى بدات تولول قلت نبنيها من الاول شهد ربي كنت مول دار داري والدار داري قدام الجنان عندي بحرة مور داري عندي صحراء في وسطها الجبال دايرة والدار داري عندي فيها من كل خير كي نعطش نشرب من البير الناس كي تشوفني فيها تغير والدار داري دار داري دار داري قلت نبداها بالجردينة نغرسها نرجع حزينة نغرس وريدة وياسمينة والدار داري بديت بكري في الصبحية قلت نديرها زراعية تلفت لي بالعربية والدار داري دار داري فوتنا يا مات ملاح مجناني نقطف في التفاح في الطبلة نتقسموا الفراح والدار داري عشنا بقدر وحرمة عيلة كبيرة ملمومة عطونا ماكلة مسمومة والدار داري دار داري دار داري الخوا بداو ينوضوا حبوا رايهم يفرضوا في داري طفاو الضو الدار داري طاحوا عليا بالقزول ولادي عن بالهم جا الغول كي شافوا خوهم مقتول والدار داري والدار داري من داك جاني خدام جرفت في يدو حمام ابدا هادي بالسلام والدار داري Algérie, convulsion d'un pouvoir à l'agonie. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, comme chaque lundi, Idir Ounnoren, analyste politique. Idir Ounnoren, merci d'être avec nous. Bonsoir, Monsieur Djamel Benchenouf. Ravi de vous retrouver sur le plateau. Je salue mes deux camarades et amis, Brahim Younsi et Karim Naït Slimane, et toutes les téléspectatrices, téléspectateurs, et un coucou à Nadou de Doudou. Merci Idir. Brahim Younsi, en effet, analyste politique, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir. Et bonsoir à mes amis Idir Ounnoren et Karim Naït Slimane, que je salue. Merci. Très fort. Merci. Karim Naït Slimane, en effet, militant politique, hirakiste, très connu, très engagé. Karim Naït Slimane, merci d'être avec nous. Aussi d'Aïdir et d'Abrahim, et aujourd'hui, un peu comme d'Aïdir, je passe un salut très chaleureux à mon ami Nabil. Merci beaucoup. Nous avions invité l'épouse de Fathi Gras, Masouda, pour pouvoir les passer hier l'émission en arabe de Magharibia. Nous voulions lui donner l'occasion, encore une fois, de pouvoir s'exprimer librement sur cette situation. Elle n'a malheureusement pas pu être des nôtres, nous le déplorons, c'est à charge de revanche, Inch'Allah. Alors, mes chers amis, nous allons essayer de parler de la situation d'une façon générale. Hier, M. Tebboune s'est présenté devant les assises nationales pour les réformes de la santé ou quelque chose dans le genre. Il y a tellement d'initiatives de ce genre, très ronflantes, mais qui en fait sont souvent l'occasion juste pour dire des choses qui ne sont pas vraies, pour taper sur le voisin d'à côté, pour menacer les gens qui sont susceptibles de se dresser contre l'oppression, et je passe sur le reste. Mais
Nous allons d'abord faire un tour de micro sur la situation en général et puis nous allons aborder des points en particulier. Brahim Younsi, c'est à vous. Je vais commencer par là où vous avez terminé. Vous avez parlé de notre humoriste Flag. Et Oui. nous atteignons le fond, mais néanmoins nous continuons à creuser. Vous savez, il y a un nouveau principe d'Archimède qui dit un objet plongé dans l'eau, s'il ne remonte pas à la surface, il faut le considérer comme perdu. Il y a longtemps, hélas, que l'objet Algérie est plongé dans l'eau, mais hélas, il ne remonte pas à la surface. Parce que, pardon. On vous écoute, Brahim Younsi. Ah oui, parce que j'avais entendu, je pensais que vous parliez. En effet. Non. Ce pouvoir est tellement affaibli. D'ailleurs, votre titre le démontre, convulsion d'un pouvoir à l'agonie. Il est en effet à l'agonie. Et ce pouvoir est tellement à l'agonie qu'il est encore moins assuré que le pouvoir précédent. Et ce pouvoir est tellement à l'agonie, comme vous dites, qu'il n'a qu'une solution, en tout cas, qu'une chose, c'est de réprimer. La répression et puis le potinage. Et on le voit à travers celui qui fait office de chef de l'État. Il potine surtout. Et nous l'avons vu hier, en effet. Il potine, hein, vous voulez parler des potins, bien sûr. Absolument. Ou Mais comme absolument. ces cafés du 19e siècle qu'on appelait les potinières. Absolument. Ouais. Donc, il potine. Et il continue de potiner. C'est ce qu'il a fait hier, à la fois sur un domaine aujourd'hui, il a toujours été, mais il est plus que jamais fondamental, parce qu'il touche à la santé des Algériens qui sont toujours, hélas, mal soignés, très mal soignés. Jusqu'à maintenant, nous savions que nos hôpitaux étaient des mouroirs. Il n'est pas du tout question de mettre en cause nos médecins. Et hélas, beaucoup de nos médecins ont préféré aller exercer, montrer leur talent ailleurs, dans d'autres pays où ils réussissent très bien. Et les hôpitaux algériens, qu'on le veuille ou non, hélas, restent toujours des mouroirs. Et la situation que vous avez décrite sur le plan social, en particulier, laisse des pans entiers de la population à la marge. C'est dire que cette situation est... Younsi, excusez-moi de vous interrompre. Brahim Younsi? Oui. Il y a un souci, j'espère que dans la régie, on peut un peu coordonner quand je m'adresse aux invités, pour que je n'ai pas à répéter plusieurs fois. Merci. Brahim Younsi, moi, il y a une question qui me turlupine. Nous allons essayer d'être vraiment francs, vraiment directs avec les gens. Tout à l'heure, on m'a montré, des collègues ici m'ont montré sur les réseaux sociaux des gens que je ne connaissais pas du tout, ce qu'on appelle les influenceurs. Les influenceurs, comme cette chanteuse par exemple qui chante Mon bébé d'amour, ou c'est des influenceurs, des influenceuses. Alors j'ai été sur le site de cette demoiselle qui chante Mon bébé d'amour. J'étais étonné. J'ai trouvé une vidéo d'elle où elle a 18 millions de vues. 18 millions. Et puis on m'a montré d'autres. 15 millions, 25 millions de vues.
c'est des influenceurs qui cassent la baraque, qui sont capables. On a vu cette influenceuse qui est arrivée de Suède à l'aéroport d'Alger, ça a été quasiment l'émeute. Tellement de femmes qui étaient venues, les youyous, là. Ce qui m'étonne, c'est que comment, dans une situation comme celle où nous nous trouvons, c'est un peu comme le Titanic, nous sommes sur le point de sombrer, corps et biens, peut-être même de perdre notre pays. C'est très grave ce que nous... Et je ne suis pas Cassandre du tout, je ne suis pas alarmiste du tout. Pourtant, il n'y a rien. Il n'y a rien autour des rares personnes qui essayent de bouger. Au contraire, dès que des gens bougent, il y a une flopée d'autres qui se lèvent pour les traiter de mercenaires, de harkis, comment expliquez-vous cette absence de réaction des Algériens à leur mort annoncée, à une bérésina que personne ne peut seulement imaginer? Brahim Younsi, pardonnez-moi d'être aussi pessimiste. D'abord, si vous me permettez, Cassandre, ces prédictions ne sont jamais réalisées. Vous pouvez être un Cassandre, mais... Vous me rassurez alors. C'est ce que je... Voilà, donc les prédictions de Cassandre ne se réalisent jamais. En effet, il me semble que nos compatriotes, c'est la même chose dans d'autres pays, chez nos voisins et même ailleurs que chez nos voisins et chez nous. Je crois que nos compatriotes voient la situation tellement grave, ils savent que la situation est grave. Quelquefois, devant le danger, vous regardez vers ce qui est futile. Vous ne voyez pas, même si vous voyez le danger, vous regardez vers ce qui est futile. Et je crois que c'est ce qui se passe. Vous savez, quelquefois, il y a certains qui se mettent à leur fenêtre pour se voir passer dans la rue. Nous avons beaucoup de nos compatriotes, hélas, qui se mettent à leur fenêtre pour se regarder passer dans la rue. C'est cela aussi la nature humaine, parce que la situation, la réalité leur paraît tellement difficile qu'ils voudraient en sortir par ce qui est futile et aller voir ce qui est futile à travers les réseaux sociaux ou même les médias de façon générale. L'être humain est comme ça, il est fait ainsi. Je crois qu'il ne veut pas regarder le drame arriver. Idir Ounoren, sur la même question, sur aussi cette sorte d'indifférence de beaucoup, il faut le dire, il faut le reconnaître, de nos compatriotes qui vont j'allais dire en dizaines de millions, qui vont en millions dans des vidéos d'influenceurs et d'influenceuses de tout genre. Mais c'est à se taper la tête contre les murs quand on se désintéresse totalement de 300 des nôtres qui ont donné leur liberté pour la liberté, pour le droit, pour la démocratie, qui croupissent en prison et dont peu de gens se soucient en fait, pour dire les choses. Je crois que ça participe d'un environnement global qui est carrément anxiogène. Le pouvoir n'a d'ambition pour notre peuple ou pour nos communautés nationales que la terreur et la mise sous condition psychologique. Moi, que des jeunes puissent être influencés par ces influenceurs, quoi de plus normal. Mais ce qu'il y a d'important, et vous l'avez dit dans votre édito, vous avez vraiment fait un balayage de tout ce que vit le pays, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue politique, et c'est là où est le drame pour tous. Sur quelle thématique nouvelle pouvons-nous remobiliser le peuple algérien pour qu'il aille vers sa liberté, vers l'émancipation, et aller vers cette transition tant souhaitée qui serait couronnée par justement l'élection d'une assemblée constituante. Ça, je crois que c'est la seule, mais moi, plusieurs émissions sur votre plateau, j'ai dit que toutes les forces
du pays doivent converger vers un seul mot, c'est comment construire le ou les rapports de force pour aller vers la transition. Ce qu'il a lieu de dire aussi, c'est que l'option d'aujourd'hui, c'est que il est impératif que le Hirak, parce qu'il faut revenir au Hirak aussi, parce que c'est la matrice qui va peut-être générer toutes les espérances, c'est que le Hirak doit se doter d'instruments politiques, de moyens à sa réalisation. Et là, je pense, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est que nous avions eu la masse critique, mais hélas, ça ne s'est pas transformé. Parallèlement, ce pouvoir reste complètement enfermé dans sa tour d'ivoire, tout en... Moi, je présume qu'il est conscient des dangers qu'il produit sur la société. Et il ne se rend pas compte qu'il se met en danger lui-même. Donc, la seule solution, c'est que il doit y avoir des patriotes au sein de toutes les institutions qui peuvent infléchir ce pouvoir qui véritablement nous mène dans le mur. Et le pays, comme j'ai dit la dernière fois, peut se retrouver complètement, je dirais pas anéanti, mais complètement disloqué. Parce que dans des situations de crise comme ça, c'est le repli communautaire, c'est les replis de groupes, c'est les replis de régions qui vont mettre le pays, la nation en déséquilibre. Quant aux politiques exprimées par M. Tebboune sur les 54 points, de son programme, il n'en a pas réalisé un demi. Il n'a même pas, lui qui avait promis de rapatrier les fonds détenus par les oligarques, par cette bourgeoisie comprador, et c'est normal, le système qui était un système patrimonial leur a ouvert les portes de la prédation et de la corruption. Il n'a pas ramené ne serait-ce qu'un dinar, j'allais dire 1/15 de baguette, pour rester dans les chiffres. Parallèlement à ça, il parle de réindustrialisation du pays, que l'année, ce sera l'année de la réindustrialisation. Une semaine après, il parle des assises de la santé. Je connais un peu ce qui se passe dans la santé. Tous ces comités théodules, que j'appellerais comités théodules, parce que des comités qui ne produiront peut-être au niveau théorisé des sorties de crise, mais c'est pas avec ce genre d'annonce ou ce genre de comité ou ce genre de concertation que le pays sortira de la crise dans laquelle nous vivons. Il y a d'abord la crise politique à gérer. Regardez simplement au niveau diplomatique, il y a une réunion qui s'est déroulée à Accra hier ou avant-hier avec les pays de la CEDEAO. L'Algérie n'est pas, à ma connaissance, n'est pas présente. On ne sait pas ce qui se passe en Libye, quelle a été la position algérienne, quelle a été sa capacité d'influence pour que les élections se tiennent en temps et en heure pour décembre dernier. C'est toutes ces questions-là. Non seulement nous avons un pays qui est en perdition, mais pour moi, c'est une amicale de délinquants politiques et c'est une amicale de délinquants économiques qui sont à la tête du pays. Il faut que ça change maintenant. Comme je dis souvent, il faut qu'on arrive, que les jeunes arrivent à converger sur des objectifs clairs, sur des objectifs bien compris. Restez avec nous, Idir, avant de donner la parole à Karim. Beaucoup de nos compatriotes nous écrivent ou nous appellent pour nous demander de remercier et pour exprimer leur gratitude aux médecins et paramédicaux qui exposent leur vie pour se dévouer, pour soigner les gens en ces périodes de Covid, de retour du Covid. Et il y a aussi beaucoup de nos compatriotes qui nous expriment leur gratitude pour ces avocats, pour cette poignée d'avocats. Kemcha, je précise que les avocats, je crois qu'ils sont 40 000 ou 50 000, mais que parmi ces 40 ou 50 000, il y a une poignée, vraiment une poignée d'avocats qui se dévouent, mais à un point incroyable, qui donnent de leur temps, de leur argent, et qui risquent même des ennuis très graves avec ce régime, pour défendre les opprimés, pour défendre ceux que la justice jette en prison sans état d'âme. Et parmi ces manifestations de gratitude, j'en ai une
Maître Zineb Tamen, barreau de Marseille, qui nous écrit « Je ne résiste pas au désir d'exprimer un vibrant hommage à mes confrères et consoeurs algériens pour leur dévouement inégalé et combien périlleux pour la défense des détenus pris en otage par un régime dictatorial. Ils sont l'honneur absolu du barreau algérien. Avec ma sincère solidarité et mon admirable respect, Maître Zineb Tamen, barreau de Marseille. » Alors, Karim Naït Slimane, avant de vous donner la parole, nous allons écouter M. Tebboune au sujet de cette une de Liberté qui montre des étagères vides dans ce pays frappé par une pénurie multidimensionnaire de plusieurs produits, sans compter la cherté de la vie, l'inflation galopante, la précarité, la misère, etc. Nous allons écouter M. Tebboune. اليوم نشوف جريدة وشفتوها انتوما في الصفحة الأولى ألاويل لا حيا لا حشمة كأنهم ينتموا إلى شعب آخر وإلى دولة أخرى يوريك لي زيتاجير فارغين وقال لي بينيو أكي بروفيت لي بينيوري واش الجزائر وصلت لي زيتاجير فيد لا إله إلا الله محمد رسول الله من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر اليوم نشوف جريدة وشفتوها انتوما في الصفحة الأولى ألاويل لا حيا لا حشمة كأنهم ينتموا إلى شعب آخر وإلى دولة أخرى يوريك لي زيتاجير فارغين. Karim Naït Slimane, je vais vous laisser vous exprimer. J'aimerais aussi vous poser une question. Vous y répondrez au début, ou pendant, ou à la fin, comme vous voulez. Est-ce que, selon vous, et avoir la léthargie de l'opinion publique, est-ce que ce régime aura finalement réussi à nous anesthésier? Karim. Anesthésier, non, parce qu'il y a encore des militants qui militent, il y a encore des activistes, il y a encore quelques journalistes, il y a encore des personnalités qui sont motivées, mues par l'intérêt national. Elles sont très peu nombreuses comparativement à ce que, par exemple, ce que vous avez dit tout à l'heure sur, par exemple, le public des influenceurs et des influenceuses qui se comptent par millions. Et d'ailleurs, sur cette question, j'aimerais ouvrir la parenthèse pour dire que c'est tout à fait normal. Ça relève plutôt d'un problème plutôt mondial, d'une forme de la nouvelle forme du capitalisme, c'est-à-dire un capitalisme de la frivolité. Et pour ça, j'attire l'attention des téléspectateurs sur le travail fait par Michel Clouscar sur la dialectique du frivole et du sérieux dans le capitalisme. Il est tout à fait normal actuellement que le stade qu'atteint le capitalisme actuellement ne s'appuie en réalité que sur des formes de frivolité et de violence. Et c'est pour ça que la médiocrité est encouragée un peu partout dans le monde, parce qu'elle sert d'appui pour le capitalisme. Donc en Algérie, l'Algérie n'échappe pas à ça, sachant qu'en Algérie, elle est dédoublée du fait que ce régime, depuis l'indépendance, a mené une politique d'infantilisation de la population. Donc ça a été voulu. Les Algériens ne sont pas un peuple ignorant, mais c'est un peuple qui a été poussé à l'ignorance où la médiocrité que nous vivons actuellement dans tous les domaines, en réalité, c'est le résultat d'une politique qui a été menée depuis l'indépendance. Je rappelle par exemple que le pseudo-ministre du commerce algérien, qui a déclaré que les mineurs ne peuvent plus acheter de l'huile de consommation. Donc je rappelle qu'il possède en principe un doctorat et qu'il a été professeur universitaire, directeur de laboratoire de recherche, de revues scientifiques. Donc en principe, c'est quelqu'un qui devrait quand même jouir d'un minimum d'intelligence. Mais lorsqu'on regarde les discours qu'il produit, on se rend compte que c'est un écervelé complètement et que la bêtise parle par sa bouche en réalité. Donc c'est ce degré-là de médiocrité que malheureusement notre société a atteint. Et donc, pour revenir à la politique, est-ce que nous sommes anesthésiés? Je dirais que non. C'est juste qu'il y a l'effet quand même, l'onde de choc que les Algériens ont reçu. Je rappelle que
Cet été, par exemple, la Kabylie a été incendiée. On n'a pas vu encore les résultats de l'enquête, mais on sait tous qu'il y aurait des mains criminelles derrière ces faits-là. Donc, le pouvoir a démontré à chaque fois qu'il est capable de faire preuve, de faire montre d'une violence inouïe à l'encontre des citoyens lorsqu'il s'agit de revendications politiques. C'est pour ça que les Algériens actuellement, je ne dirais pas qu'ils sont anesthésiés, mais qu'ils sont abasourdis, qu'ils sont sous le choc tout simplement de ce qui se passe. Et puis, c'est justement cette minorité d'activistes, l'avant-garde, les véritables élites politiques ont toujours été minoritaires. Donc c'est maintenant, c'est aux personnalités politiques, c'est aux militants, aux activistes, d'essayer de travailler encore, de faire un travail de conscientisation de la société pour rallumer la mèche, parce que je pense maintenant que les choses sont claires. Ce régime est un régime inamendable, irréformable, et qu'il y a deux choses actuellement en Algérie qui sont complètement inconciliables, c'est le peuple et l'intérêt national d'un côté, et de l'autre, c'est ce régime mafieux. Donc maintenant, nous allons attendre, nous allons voir, nous allons faire notre travail politique, mais je pense que la solution passera par la rue et par une révolution politique générale et globale. Karim, nous allons revenir tout à l'heure. Nous allons revenir tout à l'heure sur la question du Hirak qui semble paniquer le régime. Le régime a une peur bleue que le Hirak ne reprenne lors de son prochain anniversaire. Mais sinon, je vais vous faire écouter une vidéo de M. Tebboune, encore lui, malheureusement, et nous allons en parler maintenant, s'il vous plaît. Écoutons-le, monsieur. منين يخسر عليك على الستة تاع العشية راه مع صحابه والكاس يدور ويديروا حكومة يقلعوا حكومة ويقضوا على الناس. هذه لازم نقضيو عليها جماعة. الديرين. Alors, Karim, donc il parle de gens qui se rencontrent tous les jours à 18h pour discuter il ne dit pas pour refaire le monde, pour critiquer le régime. Il veut pas que les gens contestent, disent quoi que ce soit, sinon ils vont en prison. Que pensez-vous de cette situation totalement ubuesque? On n'a jamais connu ça, même des temps les plus sombres, les plus durs, même pendant la décennie rouge, à la limite, les gens étaient tués. Mais aujourd'hui, en ces temps, j'allais dire, de transparence, si tant est qu'on puisse dire comme ça, puisqu'aujourd'hui, fort heureusement, il y a les réseaux sociaux, il y a le Magharibiya, il y a d'autres médias honnêtes qui ne permettent pas que ça se passe à huis clos, et c'est ce qui les empêche donc de refaire ce qu'ils ont déjà fait. Mais à un moment où ils mettent les gens en prison alors qu'ils revendiquent seulement l'avènement d'un état de droit. Quel est donc cet état d'esprit de ce régime qui est là à reprocher aux gens de vouloir un état de droit? Ils sont mus par quelle logique? En fait, ça a un nom, c'est le totalitarisme. D'ailleurs, avant de répondre à votre question, je profite de l'occasion donc pour exprimer mon soutien à Fethi Gharès et à sa famille, son épouse, aux militants de son parti. Mon soutien également à Mohsen Belabbès et aux militants du RCD, et bien sûr à tous les détenus d'opinion et leurs familles qui sont injustement incarcérés en Algérie. Pour revenir à Tebboune, je pense très sincèrement que lui-même est une preuve justement de la fin proche de ce système, parce que c'est quand même une première dans l'histoire où le niveau d'un soi-disant président atteint un si bas niveau. Et parce que là, quand on entend l'expression « Moul Kassidor », je pense qu'il est en train de faire allusion à l'alcool. Donc c'est extrêmement grave quand même que le premier homme de l'État parle de cette manière, et surtout il parle de partis, de militants politiques auxquels, dont le droit
à l'expression, à l'activité est normalement garanti par la Constitution et que lui piétine effrontément. Et donc, en Algérie maintenant, le système a atteint un degré non pas seulement d'interdiction de la politique, mais même de négation de la politique. Et c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment à une phase très avancée de sa fin annoncée. Mais combien cette phase va durer, tout dépend du soporifique, en fait, de son efficacité, parce que on voit que c'est un système, c'est un régime qui cherche toujours à gagner du temps, à amuser la galerie. On voit par exemple maintenant avec la Coupe d'Afrique. Avant c'était la coupe arabe, maintenant c'est la Coupe d'Afrique. Donc la rue algérienne va de nouveau s'intéresser à l'équipe nationale de football, va courir derrière les matchs. Donc tout ça va occuper un peu l'esprit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça ne durera pas éternellement. Mais ça, à un moment donné, ça va éclater. Et tout à l'heure, vous allez parler de facteurs de mobilisation, c'est-à-dire quels leviers nous pourrons actionner pour mobiliser encore la rue. Je pense que la mobilisation, et je vous le dis, et je pense que les gens auront le temps de revenir à cette émission un de ces jours, la seule chose qui va remobiliser la rue, et ça va se passer bientôt malheureusement, mais j'espère que ça sera dans des proportions tout de même limitées et contrôlables, ça sera la violence. Parce que le discours politique actuellement, le régime le discrédite complètement. En mettant en prison les principales figures du Hirak et en pourchassant les figures du Hirak à l'étranger et en interdisant toute vie politique, la seule langue qui se fera entendre en Algérie, ça sera celle de la violence. Et les jeunes vont être intéressés par la violence. Parce que ce que le discours politique n'a pas mobilisé, c'est la violence qui va les mobiliser. Et donc, au contraire, et je pense que le régime ne peut encore rien faire parce qu'il a montré maintenant qu'il n'a aucun sens de l'intérêt national. Les personnes qui sont actuellement aux manettes en Algérie n'ont aucun sens de l'intérêt national. Donc ils ne pourront pas faire une action de salut pour la sauvegarde nationale. Malheureusement, et je le prédis, et j'espère que ça ne se passera pas comme ça, mais je pense que ça ira à une violence, j'espère que cette violence sera au moins limitée et qu'elle ne durera pas longtemps et que ça sera juste un passage pour aller vers un état de droit. Parce que c'est ce régime... Je vous reposerai la question tout à l'heure sur... Je vous poserai la question sur ce point en particulier, Karim, parce que c'est très intéressant ce que vous nous dites là. Alors, je vais vous lire quelques commentaires sur l'émission, sur ma page que j'annonce et donc que les gens commentent. Mourad, alors il parle du titre, hein, Algérie, convulsion d'un pouvoir à l'agonie. Mourad, nous sommes tous à l'agonie, mais vous parlez de qui? Du régime ou de pouvoir? Ammar Ahmeda, le mot pouvoir est trop grand pour une dictature militaire de quelques généraux séniles, ignorants et leurs valets civils qui sont appelés à disparaître au vu de l'évolution scientifique et de la communication moderne actuelle, ainsi que de la volonté du peuple algérien. Toufiq Snoussi Brixi, je ne sais pas si on peut parler d'agonie, mais il semble que l'on soit encore loin de la fin. Nabila Khattal Amalou, à l'agonie, mais l'âme tarde à s'extirper du corps et mes drapeaux algériens et la laisser de l'Algérie, du corps de l'Algérie, et de la laisser se reposer enfin en paix après tant de souffrances. L'oublié de la République, en somme, la nouvelle Algérie de Tebboune est une solution faite des misères de 2022 et les libertés prohibées d'avant octobre 88. Idir Ounourn, avant de vous donner la parole, nous allons encore écouter M. Tebboune. الأطباء نتاعنا من أحسن الأطباء في العالم وراني نقولها ماهيش باش بروفوكاري سي دون سونس دو بوال. اليوم الأطباء نتاعنا اللي راهم لاجئين في أوروبا، الأطباء نتاعنا اللي راهم لاجئين في أوروبا، الأطباء نتاعنا اللي راهم لاجئين في أوروبا يعتبرون أنهم من الأحسن. Il y a parfois des révélateurs, des lapsus révélateurs, comme on dit. Alors, M. Tebboune vient de nous dire nos médecins sont parmi les meilleurs médecins du monde. D'abord, c'est très aléatoire, c'est peu vérifiable, à part quelques individus très connus mondialement, mais sinon, pourquoi serait-il parmi les meilleurs du monde? Mais sinon, le pire, c'est qu'il a dit, c'est un lapsus révélateur, il a dit, ces médecins réfugiés en Europe,
لاجئين في أوروبا لاجئين. Et nous l'avons répété 3 fois pour que les gens écoutent bien ce qu'il a dit. C'est quand même le président de la République faire un tel lapsus qui est en fait vraiment très révélateur, puisque le corps médical est le secteur qui recrute le plus de harraga en Algérie. Par rapport aux effectifs, le nombre de médecins qui sont partis ailleurs, des harraga malgré eux, puisqu'ils ont dû quitter leur pays, est le plus important de tous les secteurs d'activité d'Algérie. Ce sont des gens qui disent nous ne pouvons pas exercer notre métier tranquillement, correctement, selon les normes dans ce malheureux pays. Nous sommes obligés d'aller travailler ailleurs. Idirounour. Oui, concernant ça rejoint aussi sa fameuse phrase qui disait que le système de santé algérien est l'un des meilleurs d'Afrique et du monde arabe. Quoi dire à propos de ce que dit, excusez-moi, M. Tebboune, c'est inimaginable. Concernant sa manière de formuler, et je ne sais pas si je pense que les téléspectateurs auront compris, c'est qu'il commence à avoir un langage belliqueux. Il commence à être, il perd les qualités d'un président de la République. Quand il parle de la une de liberté, quand il dit que nos médecins sont les meilleurs du monde, on a peut-être des médecins de pointure et de standard international, mais à quoi bon parler d'un système de santé alors que M. Tebboune s'est fait soigner à l'étranger? Combien a coûté les soins de M. Tebboune? On n'a pas de réponse à ça. Karim a dit justement... Pas que lui, pas que lui, tous les barons du régime, sans aucune exception, et toute leur famille. Toute leur famille. Ils ne connaissent pas les hôpitaux algériens. Oui, je parle de lui, donc c'est complètement antinomique, ça c'est le premier élément. Je suis d'accord avec Karim quand il dit qu'il faut absolument conscientiser l'idée même du Hirak, l'idée même de la révolution. Mais je pense que le temps n'est plus... je pense que les analyses convergent toutes, et quels que soient nos projets politiques ou nos idées politiques pour définir notre pays, le construire, sur quel agenda le construire et dans quel espace géopolitique on doit s'inscrire, c'est des questions qui sont fondamentales. Mais ce qu'il y a, c'est que il faut à tout prix, moi, à mon sens, qu'on arrive à monter en grade de l'autre côté. Parce qu'à partir du moment où M. Tebboune, qui tire sa seule légitimité, il la tire du commandement militaire, toutes les institutions qui sont arrivées après lui, à savoir l'Assemblée nationale, à savoir les élections communales et les élections de wilaya, tirent leur légitimité d'un processus initié par le commandement militaire, et on oublie que c'est le commandement militaire qui est à l'origine de nos problèmes. Pour moi, M. Tebboune est une variable d'ajustement. C'est la personne qui a été choisie à un moment donné, dans un contexte donné, répondant à des critères donnés. Donc pour moi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'à tout prix, et que cesse, comme je dis souvent à mon ami Ibrahim, nos bavardages assez précieux ou assez salonnards, c'est que ceux qui ont la volonté, la force, l'intelligence, la jeunesse, puissent poser les véritables problèmes, M. Tebboune. À partir du moment où l'ensemble des Algériens ont non seulement boycotté, mais rejeté ces élections, il faudrait créer un front, soit densifier le pacte, soit créer autre chose, à demander carrément, pour être dans cette logique politique, la démission de M. Tebboune. C'est ça, faire de la politique aussi. Il y a des classifications. Qui le demanderait, qui le demanderait? Il faudrait être des forces représentatives d'une certaine aspiration. Or, qui vous voyez-vous Moi, je ne veux pas dire qui je vois, parce que c'est au peuple algérien, c'est aux élites algériennes, c'est aux classes moyennes algériennes, c'est aux salariés algériens, c'est à toutes ces personnes qui ont à cœur, mais évidemment, ça c'est un discours politique, demander pratiquement, est-ce que l'Assemblée nationale est représentative? Non. Et d'ailleurs, je ne comprends pas que deux partis, en l'occurrence le PT, et je le dis de manière factuelle, et le FFS, ont participé aux élections locales. Ça a montré véritablement
qu'une partie ça peut s'expliquer que par ça, c'est qu'ils ont été probablement traités. C'est pas à dire le pouvoir local ou pas le pouvoir local. À partir du moment où toute l'architecture institutionnelle n'est pas conforme aux vœux du peuple, aux souhaits du peuple, à savoir la transition, l'Assemblée nationale, et architecturer tous les édifices institutionnels dans un cadre précis, définir le cadre dans lequel on pourrait exercer la politique, en structurant tous les champs, le champ politique avec ses règles, le champ social, le champ sociétal, le champ économique, les nouvelles règles économiques. C'est à partir de ce moment-là que la cohérence politique devrait inciter les militantes et les militants à demander, puisque nous ne reconnaissons pas ce pouvoir pour la bonne et unique raison, c'est que pour moi c'est un pouvoir antidémocratique, c'est un pouvoir antinational. Donc à partir de ce moment-là, comment faire? Après va s'articuler quels sont les moyens à mettre en place, quels vont être les outils, quelle va être la méthode. Mais ça se travaille, Monsieur Benchenouf, c'est pas des effets d'annonce, ça se travaille. C'est pour être cohérent, puisque ce pouvoir, ce régime, j'aime pas le mot régime, mais ce pouvoir issu finalement d'une culture du mouvement national, une culture finalement de force, de passage en force. Regardez un seul exemple, je veux dire, M. Tebboune, lors d'une de ses interviews avec 2 journalistes à la télévision algérienne, il a dit « j'irai même jusqu'à la peine de mort », en se prenant pour le ministre de la Justice, en s'improvisant à la fois procureur et juge d'instruction. C'est pas ça la justice. La justice doit être libre et indépendante. Toutes ces questions-là, c'est-à-dire il y a 2 volets. Il y a l'aspect politique stricto sensu. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire pour d'infinies raisons, mais on devrait, je pense, commencer à penser, à construire d'abord les rapports de force nécessaires pour infléchir, sinon dynamiter ce pouvoir en utilisant des moyens pacifiques. Évidemment, ça va des grèves générales à une espèce de désobéissance civile, à mettre le pays à l'arrêt, parce que si toute révolution a un coût. Évidemment, on souhaiterait que ce coût soit le plus faible possible, le plus minime possible. Nous allons y arriver. Ce sera un tour de micro sur le Hirak. Mais j'aimerais vous poser une question. On dit que les mots ont un poids. Pourquoi tout le monde persiste à dire détenu d'opinion, qualificatif qui est d'ailleurs rejeté par le pouvoir puisqu'il fait dire à ses représentants officiels des droits de l'homme qu'il n'y a pas de détenus d'opinion dans ce pays. Mais de l'avis de beaucoup de gens que j'ai consultés, il s'agit plutôt de détenus politiques, de prisonniers politiques, puisqu'ils n'ont pas fait qu'exprimer une opinion, ils ont agi, ils ont manifesté, ils ont porté des slogans, ils ont aspiré à un état de droit, ils l'ont revendiqué par la marche, par l'organisation, par les manifestations, les attroupements, comme on dit dans le régime. Pourquoi est-ce qu'on persiste à dire détenu d'opinion ? C'est-à-dire qu'il y a une différence suivant la classification, c'est que le détenu d'opinion, c'est quelqu'un qui exprime une opinion, mais qui n'est pas censé utiliser la violence. Tandis que le détenu politique, c'est quelqu'un qui a un appareil et qui peut éventuellement utiliser la violence comme rapport de force. C'est la seule distinction. Je crois que Brahim l'a un peu évoqué la dernière fois en citant cette classification qui est probablement et sûrement cette classification, c'est celle d'Amnesty International. Mais pour moi, ce sont des prisonniers. Moi, je me demande ce que fait M. Mouloudj, journaliste à Liberté en prison, ce que fait Ali Erderi, un oublié je pense à Tahar Armessi, je pense à Béchar, je pense à M. Hamoud Boumdine, à Fethi Ras, à tous ces gens-là, et le moyen de pression qu'on met sur Mohsen Belabès, sans compter qu'il a reçu le week-end dernier une mise en demeure pour avoir mis à disposition à une partie de la société civile ses locaux pour qu'ils puissent se réunir. Nous sommes dans une chape de plomb, et j'avais alerté plusieurs fois, et rappelez-vous, j'ai dit je commence à être redondant et je commence à être vieux, l'article, l'opposition politique doit demander l'abrogation de l'article 30 dans son alinéa 4, faisant de l'armée celle qui veille aux intérêts vitaux et stratégiques du pays, et sans contrôle démocratique. Vous imaginez, vous, en tant que chef de gouvernement, vous déclinez une politique de réindustrialisation, allons dans leur jeu.
et qu'à un moment donné, le commandement militaire vous dit non, ça c'est contre les intérêts du pays, sans contrôle démocratique, alors que votre projet est passé par une assemblée croupion, par tout ce que vous voulez. C'est toutes ces questions. L'ordonnance de la 87 bis, c'est un scandale, son décret d'application, et je l'ai dit des dizaines de fois, nous met en dictature. Ceux qui avaient le pouvoir militaire à l'époque, ils l'avaient de facto. Mais là, il l'a eu de juré, il l'a eu par le droit. Et c'est ces questions éminemment politiques qui peuvent faire résonance dans des pays, dans les opinions publiques internationales, parce que de l'intérieur du pays, il peut y arriver, il peut y avoir un espace de discussion avec. Il faut qu'ils aient beaucoup de courage. Je comprends la terreur qui s'abat, mais sans appui des opinions et mettre les choses en perspective de manière claire, audible. Voilà ce qui arrive. Et en plus, le caractère pacifique, le caractère patriotique du Hirak a fait que ça a été une révolution qui a ébloui le monde. Et c'est pas faire du pathos que de dire ça, c'est une réalité. Donc, il faut que nos camarades qui ont la responsabilité de discourir politiquement puissent quand même, à un moment donné, parce que ne pas répondre, c'est affaiblir toute la nation. Et dans toute révolution, il y a un coût. Et ce coût-là, il faut l'évaluer et le réduire à sa plus simple expression. Mais il faut y aller. Il faut y aller. On ne peut pas laisser ce pouvoir continuer à dominer de manière outrancière, à humilier, à être condescendant avec le peuple algérien. Vous l'avez dit dans votre édito. Je crois que votre édito résume tout. On n'aurait même pas eu à débattre parce que vous avez tout dit. Cette justice, monsieur Benchenouf, c'est une justice qui s'est fourvoyée. Elle s'est fourvoyée avec tout. Je ne parle même pas de justice, de téléphone. Elle s'est habillée d'oripeaux. Elle s'est vêtue d'oripeaux et puis ça l'a plongée dans une espèce d'indignité. Et il me semble que vous l'avez évoqué dans votre édito. Tous les corps qui pouvaient insufflé au Hirak. Rappelez-vous les magistrats d'Oran, rappelez-vous, et vous dites que quelques avocats sur 40 000, il y en a peut-être 200, 300 qui militent et qui prennent même pas d'honoraires. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est comment regrouper toute la société, corporatisme par corporatisme, sur des enjeux clairs, monsieur Benchenouf, la transition, la citoyenneté, comment infléchir le pouvoir. Ça, c'est un travail qui doit être... Nous allons arriver au point du Hirak. Je voulais juste vous dire, et dire une simple remarque en passant, que pour moi, ce n'est pas de jurer, puisque cette constitution, en fait, c'est une arnaque, puisque cette constitution, lors du référendum du 1er novembre, elle a connu le plus grand boycott jamais observé depuis l'indépendance. Les Algériens ont plus que massivement... Oui. Résultat des courses, l'article 30 est bien constitutionnalisé. Voilà ce que je veux vous dire. Oui, c'est sûr, mais c'est une constitution qui ne repose sur aucune légitimité. Très bien. Alors, Brahim Younsi, d'abord, une précision sur cette notion de prisonnier politique, de détenu d'opinion. Moi, je considère que prisonnier politique n'est pas nécessairement avoir fait montre de violence. On peut sortir dans la rue, manifester, porter une banderole, crier des slogans, refuser de déguerpir, comme ils disent dans leur jargon. Ce n'est pas une opinion qu'on a seulement exprimée dans un réseau social ou dans un quelconque écrit, Brahim Younsi. Assez rapidement, puisque j'ai une question à vous poser qui fait partie un peu de ces tours de micro. C'est vrai mais c'est Amnesty International qui fait cette distinction. Sinon, aussi bien ceux qui expriment une opinion que ceux qui agissent, parce que vous ne faites pas de la politique seulement en discourant, vous agissez. Donc, l'action que vous menez peut être considérée comme une violence. Si vous allez occuper un lieu de pouvoir, on peut considérer que vous avez commis un acte de violence, alors que vous avez fait un acte politique, éminemment politique. Mais ça, c'est
Amnesty International qui fait cette distinction entre ceux qui ont Mais c'est très arbitraire, Brahim Younsi. Amnesty International n'est pas le trébuchet de la syntaxe juridique, j'allais dire. On en a parlé la dernière fois, il y a quelques semaines, on en avait parlé. Et vous avez cette association américaine, dont le nom m'échappe tout de suite, qui, elle, classe tout le monde dans la case des détenus politiques, des prisonniers politiques, quels que soient les actes ou les opinions qu'ils ont. Et oui, regardez par exemple cet exemple de Fethi Gherres, président de parti, qui a exprimé, qui a dit des choses très vraies, qui a parlé du président Tebboune, qui a parlé du régime, mais il a dit des choses très vraies. Et c'est le représentant, c'est le président d'un parti politique. Et il a été mis en prison pour ça. Donc ce n'est pas un détenu d'opinion, il est dans la politique, il est en train de représenter une aspiration populaire, celle de son parti, et donc c'est un prisonnier politique à mon avis. Je pense que c'est la question peut-être que vous vouliez poser tout à l'heure. Mais oui, allez-y. Que vous avez introduite et que Idir a introduite, elle est éminemment importante. C'est parce qu'elle pose la question, et on en a souvent parlé, de la légalité, de la légitimité. Or, nous sommes aujourd'hui, nous n'avons jamais quitté depuis au moins le coup d'État fait par l'ancien chef d'état-major, Gaïd Salah. Nous sommes dans l'état d'exception. Nous sommes dans une situation d'exception. Et nous sommes encore dans le temps de l'exception. Cela veut dire tout simplement que le pouvoir qui est en place n'a aucune légalité parce qu'il ne dispose pas de légitimité. Qu'on le veuille ou non, j'ai entendu certains dire, sur votre antenne d'ailleurs, que ce pouvoir était légal. Je suis désolé, il n'est pas légal. Et Carl Schmitt, qui a théorisé la situation ou l'état d'exception, dit à juste raison d'ailleurs, à mon sens, qu'il y a une légitimité de la légalité et que la dictature se trouve hors du droit. C'est clair, la dictature se trouve hors du droit, mais à l'intérieur de l'État. C'est dire que on peut répéter, et on le répète souvent, alors que les lois des dictateurs et des dictatures ne sont pas légitimes, elles sont scélérates. Sinon, toutes ces arrestations, parce que le pouvoir et la justice, entre guillemets, ou les tribunaux, parce que les tribunaux sont sans justice, les tribunaux, eux, qualifient, posent des qualifications dans l'accusation. Or, ces qualifications pourraient répondre, entre guillemets, au droit, à la loi, alors que la loi n'a aucune légalité, parce qu'elle n'émane pas de représentation légitime. Et en cela, Carl Schmitt a parfaitement raison. La légitimité de la légalité. Si la légalité n'est pas légitime, elle est dictatoriale. Et nous sommes dans ce type de régime, et dans ce type de régime, nous avons été quasiment tout le temps dans ce type de régime. Et demain, c'est le 30e anniversaire du coup d'État commis par le commandement militaire, alors que les Algériens avaient voté, alors que les élections étaient transparentes et parfaitement légales. Voilà que le commandement militaire prend le pouvoir. Je crois que
j'allais presque dire, parce que je vous ai entendu parler de péché originel, et bien que le péché originel n'existe pas chez nous, comme musulmans, il y a un péché originel. S'il y a un péché originel, il vient de ce coup d'État de 1992, dont demain sera le 30e anniversaire, hélas. Parce que le peuple a voté, le peuple a émis un vote qui était totalement clair. Dire qu'un pouvoir dont l'autorité n'est pas l'émanation d'un peuple qu'il est légal, je crois que c'est une faute, et une faute politique. Très bien. Alors, un tour de micro, et si nous avons le temps, nous en ferons un autre. Karim Naïtou Slimane, sur ce tour de micro, le Hirak, en tout cas, ne serait-ce que pour le régime, semble être une échéance très grave. Il est en train de s'y préparer, il est en train de faire feu de tout bois, d'essayer de diviser les Algériens, de les monter les uns contre les autres, surtout sur l'idéologie, sur le régionalisme, sur l'identité, sur la langue, sur la région. Il est en train de tout faire. Il craint que ça ne reparte, et que cette fois-ci, que ça ne reparte non seulement en tant que mouvement hirakiste pour une contestation politique et une aspiration à un état de droit, mais plus encore que le Front social ne profite de l'occasion pour s'y engouffrer, et le Front social est en train de bouillonner, j'allais dire. Karim Naïtou Slimane, sur cette échéance du Hirak, sur ce retour annoncé, et si c'est le cas, comment le voyez-vous? Plus organisé que la fois passée, plus structuré ou non, à votre avis? Il me semble que le retour du Hirak se fera d'une manière inéluctable. Reste seulement à déterminer sa temporalité, c'est-à-dire est-ce qu'il va se faire à court terme, moyen terme ou même à très long terme, parce que c'est très fort possible, parce que lorsque les mouvements sociaux sont en période de reflux, on ne sait pas quand en réalité ils vont de nouveau ressurgir. Mais une chose est sûre, c'est que pour le retour du Hirak, que moi personnellement j'espère se fera en tout cas dans les plus proches délais, par exemple pour le 22 février, pourquoi pas, en tout cas les militants à l'étranger se préparent déjà, travaillent déjà, coordonnent déjà leur action pour reprendre la rue à l'occasion du 20, du 21, du 22 février. Et en Algérie, je pense, j'espère que le retour se fera aussi à la date du 3e anniversaire du Hirak. Mais une chose est sûre, lorsque le Hirak reviendra cette fois-ci, et il reviendra plus sous forme d'une révolution et moins sous la forme d'un mouvement contestataire comme c'était le cas au début en 2019. Parce que le régime a fait une erreur grave, c'est qu'il a discrédité l'action politique. Le régime, par sa répression, a discréditer l'action politique en Algérie, à discréditer le politique. Parce que pour comprendre ce que nous vivons actuellement en Algérie, il faut bien lire la stratégie du régime. Le régime a fait de la répression. Tout le monde parle de la répression. Mais si on regarde d'un regard extérieur, on se dit, mais où est cette répression? Au Kazakhstan, on voit la répression. En Algérie, on ne l'a pas vu de cette manière-là. Pourquoi? Parce que les conseillers de ce régime, les têtes pensantes de ce régime, et il ne faut pas penser qu'elles n'existent pas, ont eu une stratégie qui pour l'instant à court terme s'avère gagnante pour eux, c'est qu'ils ont réprimé le politique, pas le peuple, pas la rue, pas les manifestants. Oui, il y a eu quelques actions de répression, mais c'était quand même extrêmement limité. Par contre, ce qui est actuellement très sévèrement puni en Algérie, c'est la politique, c'est l'organisation politique, c'est l'action politique. Et c'est pour ça qu'au retour du Hirak, il reviendra sous forme, pour moi, je vois qu'il reviendra sous forme d'un mouvement révolutionnaire. Et moi, je vous dis, je n'exclus pas, cette fois-ci, au prochain soulèvement, la possibilité de la violence.
parce que malheureusement... Violence qui viendra de qui, la violence? De la répression ou une violence déclarée des manifestants eux-mêmes comme moyen de lutte? Il y aura une violence qui viendra déjà de la rue, parce que moi je vois très mal les Algériens revenir manifester chaque vendredi. Je pense que ça sera complètement exclu. Lorsque le mouvement reviendra, il se fera, à mon avis, d'une manière continue. De manière continue, c'est-à-dire qu'il y aura des meetings, une occupation de l'espace public pour justement renverser le rapport de force. Et dans ce cas-là, le risque, ça sera les risques tout simplement des débordements. On attendra la réponse de ce régime. Mais la possibilité d'un rapport de force qui se fera dans la rue, elle est très forte. Parce que le régime a discrédité. Est-ce que vous voyez-vous que les Algériens pourront répondre, par exemple, à des appels des partis politiques? Pensez-vous réellement que les Algériens donneront la main et remettront leur destin à des partis politiques? Les partis politiques actuellement en Algérie sont tous discrédités. À moins, il reste peut-être un ou deux. Mais la plupart, la grande majorité est discréditée. Il reste encore quelques personnalités qui jouissent d'un crédit et elles tiennent encore ce crédit parce qu'elles sont encore ancrées dans le mouvement populaire et ça leur coûte très cher lorsqu'on voit ce que ça coûte, par exemple, le RCD, ce que ça coûte à tous les militants, ou Taboub, ou Mela, à tous les autres. Je ne peux pas citer tous les noms. Ahmed Ben Mohamed, il y en a plusieurs de toutes tendances. Tout ce que ça coûte aux jeunes aussi qui ont été dans la structuration du mouvement, parce qu'il ne faut pas penser que le mouvement n'était pas structuré. Tous les militants du mouvement sont actuellement les militants qui étaient en première ligne. Je pense à Brahim Al-Allami, je pense à Mohamed Tajadid, je pense à tous les autres. Ces enfants de la Silmiya se retrouvent actuellement tous derrière les barreaux. Donc le retour du Hirak, ça sera un Hirak révolutionnaire. Il se fera et le but sera le renversement du rapport de force avec ce régime. Parce que ce régime... Et je me permets de vous interrompre, Karim. Il ne comprend pas le langage politique. Je me permets de vous interrompre. Il n'y aura pas d'autre tour de micro que j'avais prévu qui aurait pu parler des partis politiques justement et de leur rôle une autre fois. Mais sinon, Brahim Younsi, Idir Ounnouren, vous avez chacun 3 minutes. Idir, sur ce point, retour du Hirak, de sa structuration éventuelle, d'un retour en force, en violence, seulement des contestations politique ou alors aussi l'intrusion du Front social. Idir Ounnouren, vous avez à peu près 3 minutes, s'il vous plaît. D'abord, je remercie Brahim d'avoir réintroduit Carl Schmitt, qui, il faut le préciser, était le juriste d'Adolf Hitler. Et il dit en substance, c'est le souverain qui décide de la situation d'exceptionnalité. Cependant, la loi, d'après Schmitt, il me semble, et Brahim me corrigera, la loi s'efface devant la nécessité. Et c'est là où s'est construit la notion d'état d'exception. J'ai un désaccord un peu avec Karim, un désaccord en disant qu'ils ont réprimé le politique, pas que le politique. Parce qu'au niveau des détenus d'opinion, sans compter ceux qui sont sous contrôle judiciaire et qui, dont le nombre avoisine les 3 000, 4 000 ou 5 000, tout dépend des sources. Vous avez parlé de Brahim, tu as parlé, Karim, de Brahim Tajadid. Il y a eu des politiques, bien évidemment, qui ont été incarcérés. Mais je pense que c'est toute la société qui a été incarcérée. Des journalistes, des avocats, rappelez-vous du policier là qui s'est mis du côté du Hirak, ou d'un magistrat aussi. C'est toute la société qui a pâti de ce pouvoir qui ne veut pas regarder son peuple, qui ne veut pas le bonheur de son peuple. Et on peut comprendre, à travers cette notion de bonheur, on peut comprendre que les jeunes citoyens algériens ne sont pas heureux dans le pays. Vous imaginez le drame que c'est. Ils ne peuvent pas entreprendre, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de loisirs, ils n'ont absolument rien. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le pouvoir n'a eu une seule ambition, c'est d'installer et d'instiller la terreur. C'est pour ça que nous sommes actuellement, pour tous les militants et pour l'ensemble du peuple algérien, sont tétanisés par rapport à toutes les mesures coercitives que prend ce pouvoir. Parallèlement à ça, vous me dites le Hirak, M. Benchelouf, et j'aurai terminé, je sais que le temps est précieux,
il reviendra, c'est inévitable. Mais sous quelle forme? Je n'en sais rien. Quels vont être les... J'ai toujours dit que le Hirak doit sécréter ses propres compétences, trouver les moyens d'infléchir et d'abord d'infléchir le pouvoir, et comment, avec quelle méthode? C'est dans ce périmètre-là que nos jeunes militants, que le peuple algérien doit essayer de trouver la solution à moindre coût. Mais pour moi, le Hirak, c'est comme l'ont dit plusieurs avant moi, c'est une idée, les idées ne meurent jamais, ça prendra du temps, là je suis d'accord avec Karim, il faut mettre ça en perspective, et qu'on ne peut pas avoir des résultats dans la situation actuelle, sauf si un grand sursaut, région par région, arrive de manière discrète, moins discrète, à s'organiser, à préparer, disons, les éléments nécessaires afin de coaliser toutes les forces patriotiques du pays. Et c'est à ce moment-là que le Hirak reprendra la rue. Et il y aura des politiques derrière qui incarneront le Hirak et trouveront les moyens politiques d'infléchir donc le pouvoir. Merci. Brahim, si vous avez le mot de la fin, en moins de 3 minutes, s'il vous plaît. Bon, je me corrige. J'ai prêté quelque chose qui n'a jamais appartenu à Carl Schmitt. Quand je parlais tout à l'heure de la légitimité de la légalité, j'ai dit que j'ai cité Carl Schmitt alors que ce n'est pas lui qui a dit cela, mais c'est Habermas. Donc je suis d'accord avec Habermas sur que la légalité doit d'abord avoir la légitimité. Ce n'est donc pas Carl Schmitt. La révolution a concédé des replis, cela est évident. Elle a concédé des replis, non pas sous les coups de boutoir du système, du pouvoir illégitime, mais hélas, de la pandémie qui s'est imposée à elle. Et cela est une réalité. Il y a aussi, et ça est perceptible, chacun peut le voir, y compris à partir de là où nous sommes, c'est-à-dire de Paris, et là, sans lorgnette, il y a des transformations de la réalité. La réalité est en train de se transformer, mais l'action de neutralisation du pouvoir, n'a pas du tout abouti. Si vous me permettez, pour revenir et terminer là-dessus, sur la question de la violence, bien sûr que le pouvoir crée le conflit, il fonde le conflit, mais il veut aller à la violence parce qu'il provoque, parce qu'il réprime. Mais sa violence est une violence restauratrice du régime. Ce que l'opposition, de façon générale, ce que le peuple doit faire, il doit absolument travailler à la cohésion qui, elle, est instauratrice des droits de chacun et de tous. Merci Brahim Younsi, merci Dirou Noren, merci Karim Naïtou Slimane, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission, mais avant je voulais lire encore 2 ou 3 commentaires. Dahi Oures, malgré mon humanisme, je souhaite qu'ils aillent brûler en enfer. Qui va les regretter? Ils ont tout détruit, même notre âme, leur cupidité n'a pas de limite. Kamel Melki, c'est le peuple qui agonise. Aziz Harouche, j'aurais bien aimé que vous parliez des derniers événements, la vidéo de Bonouara en l'occurrence. En fait, nous n'avons pas parlé de cette vidéo parce qu'elle n'est pas encore très claire, elle est très louche. Elle sent le cou tordu. Elle nous a donné l'impression de vouloir diviser les Algériens encore plus. Et ça sent le cou tordu, le cou pourri des services, le montage, et donc nous avons préféré attendre d'en savoir plus. Nous n'en dirons donc pas plus. Barakallahu fikum, merci de nous avoir suivis. Qawala khair, bislama.